Live Zone. Live Zone. L'émission totalement libre. Axon Radio. Axon Radio. Salut à tous et bienvenue sur Axon Radio. J'espère que vous allez bien. C'est Flo et aujourd'hui, dans Live Zone, on va parler de météo et plus précisément des épisodes Cévenol et Méditerranéen. Axon Radio. Axon Radio. Et pour parler de ces épisodes Cévenol et Méditerranéen, j'accueille Paul Marquis. Bonjour Paul. Oui, bonjour. Bonjour Paul, merci d'être avec nous sur Axon Radio. Merci d'avoir accepté mon invitation. On va parler de ces épisodes Cévenol et Méditerranéen. Mais avant de parler de ces sujets-là, je vous présente un petit peu plus. Vous êtes donc un expert météo de tout le pays. Oui, c'est ça. Vous avez un site internet, c'est i-météoservice.fr et vous avez aussi une page Facebook. La page Facebook s'appelle La Météo du 13. Je crois que vous avez à peu près, vous n'êtes pas loin des 90 000 abonnés, c'est ça ? Oui, du coup j'ai franchi 90 000 il y a à peu près une semaine, oui, c'est tout à fait ça. D'accord, donc un très très joli chiffre et en tout cas, n'hésitez pas à aller vous abonner à la page Facebook de Paul. Donc je redis le nom de la page, c'est La Météo du 13. Donc Paul, j'aimerais en savoir un petit peu plus avant de débuter le sujet sur les épisodes Cévenol et Méditerranéen. Quand a débuté votre passion pour la météo ? Alors en fait, ma passion ne date pas d'hier, puisque ça fait bientôt maintenant 20 ans que je suis passionné. Tout a démarré, du coup, c'était en l'année 2000 à Marseille, un 19 septembre pour être exact. Et en fait, à cette époque de l'année, il y a beaucoup d'orages dits méditerranéens. On verra tout à l'heure à quoi ça correspond. Et en fait, ce jour-là, il y a eu un orage assez destructeur sur la ville de Marseille. Et en fait, c'est un orage qu'on appelle un orage en V, puisqu'il a une forme de V au satellite. Donc c'est un orage qui est stationnaire et qui avait duré 2-3 heures donc sur Marseille et qui avait inondé la ville puisqu'il était tombé entre 200 et 300 mm de pluie en 3 heures. Et donc malheureusement, il y avait quasiment 1 mètre à 2 mètres d'eau dans les rues. Il y avait eu 3 personnes décédées et moi qui étais à l'époque un garçon de 10 ans, du coup ça m'avait un peu traumatisé. Et en fait de ce traumatisme-là est née une passion puisque du coup j'ai commencé à m'intéresser à ces phénomènes et j'ai voulu comprendre pourquoi il y avait des inondations, pourquoi cet orage s'était formé à cet endroit-là et pas ailleurs. Et en fait, cette passion est née d'un traumatisme qui date d'il y a maintenant 20 ans, en fait. D'accord. Et vous avez aussi une vraie passion pour la photo. Oui, c'est vrai que souvent les passionnés de météo sont aussi passionnés de photo, puisque moi, je suis aussi chasseur d'orage. Donc concrètement, en fait, je scrute le ciel du matin au soir. Et quand il y a des orages qui sont prévus, je suis amené à partir avec ma voiture faire des fois des centaines de kilomètres pour traquer les orages, les filmer, les photographier. Ensuite, les photos, je les partage avec mes collègues. Parfois, c'est repris dans les médias, à la télévision ou dans les journaux. Et bien sûr, chaque jour qui passe, le ciel est toujours différent. Donc, souvent, il y a des belles photos à faire au coucher du soleil ou bien quand il y a des tempêtes, il y a des photos des vagues à faire. Donc, c'est vrai que c'est une passion qui est très en lien avec la météo. C'est vraiment... j'aime autant la météo que la photo, quoi. Je suis autant passionné des deux, en fait. D'accord. On va venir maintenant directement sur le sujet de l'émission. On va parler donc de ces phénomènes météo, de ces épisodes Cévenol et Méditerranéen. On va commencer par les épisodes Cévenol. C'est un terme qu'on entend de plus en plus souvent maintenant dans les grands médias ou même sur Internet. C'est souvent un terme qui est peut-être mal employé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces épisodes Cévenol et comment se forment-ils ? Quelle est vraiment la caractéristique principale de ces épisodes ? Ah oui, c'est vrai qu'en fait, on a souvent l'amalgame entre un épisode Cévenol et méditerranéen, ce qui n'a rien à voir, puisque comme je dis souvent dans mes conférences dans les écoles, en fait, un épisode dit Cévenol, si on étudie la typologie du mot, en fait, concrètement, ça se produit dans les Cévennes. Donc les Cévennes, ça peut être autant le relief de l'Hérault, du Gard, de l'Ardèche ou bien de la Lozère. Et donc en fait, ces épisodes peuvent se produire le plus généralement en automne, entre le mois de septembre et des fois jusqu'à décembre, sur la zone justement donc des Cévennes, et se produit parce que en été, la mer souvent se met à chauffer assez fortement, et arrivé à l'automne, on a des masses d'air froides qui viennent du pôle Nord ou des fois de la Grande-Bretagne, qui descendent sur la France, et en fait, en venant se heurter à la mer qui est plus chaude, se créent des conflits de masse d'air. Donc en fait, la mer va venir s'évaporer. Comme quand on cuit des pâtes, là c'est la même chose, mais en version beaucoup plus importante. Donc la mer s'évapore, il y a un front qui arrive, front froid sur front chaud, ça crée un conflit. Et ensuite, en fait, les pluies viennent se bloquer
des fois pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, sur les Cévennes. Donc souvent, on parle souvent du Gard, de l'Hérault, mais l'année dernière, il y a eu beaucoup d'inondations aussi en Ardèche. Donc ça peut aussi arriver sur ces coins-là. Et en fait, c'est un blocage de relief. Et vraiment, quand on dit Cévenol, c'est uniquement dans les Cévennes, sur les 4 départements que j'ai cités avant. Et c'est vrai que on ne parle pas de Cévenol à Nice ou à Béziers. C'est vraiment uniquement sur le Gard, l'Hérault, l'Ardèche et la Lozère. Et donc, du coup, c'est vrai que ces épisodes se produisent plus souvent en automne, mais on observe aujourd'hui qu'avec le réchauffement climatique, on en a de plus en plus hors saison. C'est-à-dire qu'on peut en avoir des fois en plein hiver, voire des fois au printemps. En été, c'est quasiment impossible. Mais en tout cas, on voit que maintenant, tout au long de l'année, on peut avoir des épisodes pluvieux importants et dangereux, alors qu'il y a une trentaine d'années, c'était quand même moins le cas. Et c'est vrai que c'était plutôt en fin d'été et vraiment à l'automne que c'était la saison de tous les dangers. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il peut y avoir des inondations assez importantes, même en plein hiver. Ces épisodes-là, donc c'est souvent en automne, vous venez de l'évoquer. Quand ils ont lieu hors automne, ils ont très souvent une intensité qui est moindre. Alors oui, c'est vrai, puisque comme tout à l'heure je le disais, c'est la chaleur qui est le carburant de ces épisodes. Donc effectivement, quand ils se produisent parfois en hiver, en général, ça crée peu d'inondations. Mais parfois, on a eu le cas en avril, il y a quelques années, je ne sais plus exactement la date, où il y a eu un épisode Cévenol assez important sur le Gard, et il y a eu des inondations en plein mois d'avril. Et donc on voit que ça peut arriver, mais ça reste quand même extrêmement rare. C'est vrai que les épisodes Cévenol, c'est vraiment le danger, c'est entre septembre, octobre, novembre, et des fois jusqu'à décembre. Ouais. Parlons maintenant des épisodes méditerranéens. On retrouve un petit peu la même configuration en termes de formation de ces épisodes? Alors oui, effectivement, l'épisode méditerranéen, du coup, comme son nom l'indique, ça concerne tout l'arc méditerranéen. Donc ça peut aller de Béziers, en passant par Montpellier, Marseille, Nice, et même en passant par Toulon aussi. Donc c'est tout l'arc méditerranéen. Et ils se produisent un peu dans la même configuration que les épisodes Cévenol, pardon. Et en fait, on peut en avoir aussi toute l'année. Sauf en juillet-août, c'est quand même beaucoup plus rare. Mais aujourd'hui, un épisode méditerranéen peut se produire avec une violence importante, aussi bien en automne qu'au printemps, et même des fois en été. J'ai le souvenir d'une date en tête, le 15 juin 2010. On a eu un épisode méditerranéen important sur le Var et les Alpes-Maritimes, et qui avait créé des inondations quasiment centenales sur la vallée de l'Argence. Et malheureusement, on voit que ces épisodes peuvent se produire toute l'année. Mais ce qui est différent d'un épisode Cévenol, c'est que c'est beaucoup plus généralisé. Et ça peut vraiment concerner tous les départements qui concernent l'arc méditerranéen. Et en général, c'est vraiment beaucoup plus généralisé. Et il y a moins cette tendance à des blocages. C'est plus des pluies en fait, qui se renouvellent sans cesse. Voilà. Et ça peut arriver n'importe où sur ces départements. Ouais. Donc en fait, il y a plusieurs composants, entre guillemets, pour que ces épisodes se déclenchent. On a donc de l'air froid, on a une mer chaude. J'ai une question que j'ai reçue par Maxime sur contact@axonradio.com. D'ailleurs, c'est une question qui revient très souvent. On parle souvent de la température de la mer comme étant un vecteur très important. Pourtant, si on analyse les courbes de température de l'eau de mer, on s'aperçoit que les épisodes les plus importants ne sont pas forcément en corrélation avec les températures hautes de la mer. Est-ce que une température de mer élevée est forcément synonyme d'épisodes violents? Alors non, effectivement, ça c'est une idée reçue qui d'ailleurs a beaucoup de mal à se résorber. C'est vrai qu'en fait, la température de la mer n'est pas directement liée en fait, à la survenue de l'épisode. C'est-à-dire que si on regarde les données statistiques dans les 40 et 50 dernières années, on observe qu'environ la moitié des épisodes Cévenol ou méditerranéens, sont produits avec une mer qui était chaude, mais l'autre moitié, c'est produit avec une mer Méditerranée qui était parfois à 19-20 degrés. Donc c'est assez peu. Et donc effectivement, en fait, c'est pas parce que la mer sera chaude qu'il y aura plus d'épisodes, mais c'est parce qu'elle est chaude que potentiellement l'épisode sera plus intense et plus violent. Mais on peut avoir des saisons comme il y a en 2017 ou 2016 où la mer est chaude tout l'automne et il n'y a eu absolument aucun épisode méditerranéen. Mais par contre, si une synoptique se met en place favorable à cela et que la mer est chaude, là effectivement l'épisode pourrait être plus intense si la mer sera chaude que froide. Mais c'est pas parce qu'elle est chaude qu'il y aura plus d'épisodes en fait. Il faut faire bien la différence entre les deux. Une autre question de Joachim, toujours sur contact@axonradio.com.
Il vous pose la question suivante. Il aimerait savoir si il y a une ressemblance entre les épisodes sévenols et méditerranéens et bien, je pense après il compare à échelle moindre et il compare ça en fait aux moussons qu'il y a dans les pays asiatiques. Est-ce qu'aujourd'hui on peut comparer ces phénomènes-là? Alors non, c'est pas comparable puisque la mousson, ça concerne des secteurs géographiques beaucoup plus importants que la Méditerranée, même si les mécanismes sont pas forcément tout à fait les mêmes, mais peuvent y ressembler un petit peu. C'est vrai que la mousson, ça dure plusieurs semaines sans interruption, quasiment, alors qu'un épisode méditerranéen, ça peut durer de quelques heures à plusieurs jours, et pas une semaine à 2 semaines, ça c'est impossible. Ou alors il peut y en avoir plusieurs d'affilée, mais il y a quand même des pauses entre chaque épisode. Alors que la mousson, ça peut durer parfois pendant plusieurs semaines de la pluie sans discontinu. Alors que le Méditerranée, c'est vrai que c'est quand même plutôt plus court dans la durée, moins étendu géographiquement, et c'est la différence entre les deux types d'épisodes. Ouais. Est-ce que pour vous, il y a une hausse notable des phénomènes extrêmes en France? Alors, c'est une bonne question puisque on me la pose souvent. Donc en fait, c'est vrai que on peut avoir tendance à dire que oui, puisque il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, on avait vraiment des saisons qui étaient marquées avec des hivers froids, de la neige, des étés chauds, mais pas non plus caniculaires, et des automnes marqués par la pluie. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plus une météo en dents de scie, avec plus d'extrêmes. Et on a remarqué que depuis 10 ans, on a des sécheresses qui peuvent durer parfois 1 à 2 années. Et puis, c'est suivi d'un épisode pluvieux pendant plusieurs mois, alors qu'avant, vraiment, c'était plus lissé sur l'année. Aujourd'hui, c'est vrai que on a vraiment des extrêmes en termes de sécheresse, de température. Et comme le réchauffement est une réalité aujourd'hui, on ne peut plus le nier. C'est vrai qu'il y a aussi plus de tornades, puisque les tornades peuvent se produire en général avec un conflit de masse d'air. Donc pareil, plus il fait chaud, et bien plus il y aura un risque de tornades. Et dans toute la France, que ce soit dans le sud-est ou dans le nord, c'est vrai que les orages sont de plus en plus violents, notamment sur la grêle. On a des chutes de grêle qui sont en augmentation par rapport à il y a quelques années, oui. Il y a Rémi, toujours sur contact@axonradio.com, qui vous a posé la question suivante. Et justement, vous avez anticipé la question. Il parlait des tornades. Et justement, il disait que en France, on voyait de plus en plus de tornades, de plus en plus sur les réseaux sociaux. Dans les médias, on voit ces tornades qui se forment. Un épisode sévenol méditerranéen, clairement, c'est des gros orages, c'est de la pluie, c'est beaucoup de vent. Mais ça peut être aussi des tornades qui peuvent générer des destructions assez colossales. Alors en fait, c'est vrai que par rapport aux tornades, pour commencer à répondre à la question, en fait, il y en a plus, oui et non, puisque si on veut, à l'époque, en tout cas il y a une vingtaine d'années, il n'y avait pas autant de gens déjà qui regardaient le ciel ou qui s'intéressaient forcément à ce type de phénomène. Il n'y avait pas autant de smartphones pour prendre des photos ou de médias pour reporter. Bien sûr. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, qui commentent. Donc oui, il y a une augmentation, mais pas forcément aussi spectaculaire qu'on pourrait le penser, puisqu'il y a ce phénomène du fait que les gens maintenant ont des téléphones partout où ils vont. Donc on les voit plus, et même s'il y en a un petit peu plus, c'est pas non plus marqué en fait. Voilà, donc là c'est pour partie de la question. Et pour la deuxième partie, oui, c'est vrai que l'épisode méditerranéen, en général, génère plutôt des trombes marines. Donc les trombes marines, la différence, c'est que c'est des tornades qui sont dans l'eau, qui sont souvent moins intenses et moins violentes, mais il arrive assez régulièrement que ces trombes marines dégénèrent en tornades, puisqu'elles du coup elles peuvent déborder sur une plage ou rentrer dans les terres. Ça arrive souvent notamment sur le Var, il y en a plusieurs dizaines par an. Et aussi, il y en a une l'année dernière dans l'Hérault, une trombe marine qui a dégénéré en tornade et qui a traversé même l'autoroute. Et donc c'est vrai que l'épisode méditerranéen, c'est un peu tous les risques météo en un en fait. C'est des tornades, des risques de trombes marines, des risques d'inondation, des risques de foudre. Bon, pas de neige bien sûr, mais c'est vrai que c'est un peu le phénomène qui regroupe le plus de dangers en termes de météo. Voilà. Dans ces épisodes méditerranéens et sévenols, il y a aussi ce risque d'orage supercellulaire, mais qui stagnent en fait directement, qui peuvent stagner directement sur une période. Ces orages-là sont vraiment destructeurs. Est-ce que vous pensez que dans l'avenir, vous avez parlé tout à l'heure du changement climatique, est-ce que vous pensez que ces orages stationnaires seront de plus en plus fréquents? Alors déjà, pour répondre à la question, il faut distinguer déjà un orage supercellulaire d'un orage méditerranéen. En général, dans un épisode méditerranéen, il n'y a pas forcément de supercellule, ou alors même quasiment jamais. C'est plus des pluies stationnaires ou des orages de type orage en V qui viennent stagner. Alors qu'un orage supercellulaire, ça se produit plutôt en configuration estivale ou printanière, où là, c'est matin, concrètement, il fait beau, les nuages bourgeonnent, et après, ils s'accumulent.
et ça peut devenir des orages, et parfois supercellulaires, mais c'est quand même plutôt le cas dans le nord de la France, dans le centre, dans le sud-ouest. Dans nos régions, c'est quand même assez rare, et donc c'est vrai que c'est pas forcément ce type d'orage qu'on retrouve dans les épisodes méditerranéens. Donc c'est vrai que j'ai oublié votre question, pardon. Je vous posais la question donc sur en fait les orages stationnaires. Oui, voilà. Oui, donc c'est vrai que en fait la stationnarité est due par deux principes. Donc déjà, le premier principe, c'est que quand une perturbation arrive, en fait, si elle n'arrive pas directement sur la région, mais qu'elle stagne, par exemple, concrètement, quand on a un épisode méditerranéen, souvent c'est une dépression qui vient se positionner au large de l'Espagne ou bien au large du Portugal et qui va advecter de l'air chaud par le sud-ouest et la fois de l'air froid par le nord. Et en fait, la perturbation n'est pas à l'endroit précis, elle est plutôt en Espagne, mais ça génère des remontées instables et humides qui peuvent stationner en fait. Et c'est une seule fois seulement que le front va circuler que là, la stationnarité va s'enlever. Donc c'est vrai que le danger de ces épisodes, c'est vraiment que le front stagne assez loin de la France et du sud-est, et on voit des remontées chaudes et instables qui peuvent générer des orages stationnaires pendant des fois plusieurs heures. Ça peut arriver, c'est très difficilement prévisible. Et du coup, c'est vrai que c'est le danger de ces épisodes. C'est quand on a des convergences de vent. En fait, une convergence, c'est des vents qui se rejoignent de deux directions différentes. Donc souvent, autour de la Méditerranée, on a des vents, des convergences avec des vents de sud-ouest d'un côté, des vents de sud-est de l'autre, et au milieu se forme une ligne de convergence où les orages vont venir en fait stationner pendant plusieurs heures sur le même endroit. D'accord. Et est-ce que la Corse peut être affectée par les épisodes méditerranéens? Alors oui, bien sûr, puisque la Corse se trouve en Méditerranée, et donc la Corse est affectée plusieurs fois par an, comme l'arc méditerranéen, d'épisodes violents d'orages, ainsi que de tornades et trombes marines assez régulièrement, au même titre que nos départements. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre métier? Donc, vous êtes expert météo. Comment vous établissez des prévisions météo à diverses échéances? Alors, en fait, c'est vrai que prévisionniste météo, c'est un métier qui a beaucoup de cartes, en fait. Tout d'abord, c'est un métier où il faut avoir, j'aime le dire, un cerveau déjà. C'est la base pour pouvoir réfléchir, analyser les cartes. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, bien sûr, du coup, c'est le modèle météo. En fait, un modèle météo, c'est une carte qui est générée par des algorithmes. En fait, un algorithme, c'est un calculateur qui prend les données en temps réel, qui va venir les calculer ou les mouliner, comme on dit dans le jargon, pour ressortir des cartes. Donc, c'est des cartes qui vont s'animer toutes les heures, toutes les 3 heures, jusqu'à une semaine à l'avance. Et en fait, ces cartes-là, il y a plein de paramètres différents. Il y a autant les paramètres de vent que d'humidité, d'instabilité, de pression, etc. Et toutes ces cartes servent à établir une prévision. Donc, le prévisionniste, comme moi, va venir analyser ces cartes. Bien sûr, il y a différents types de cartes, il y a différentes sources. Il y a des cartes aussi bien européennes que françaises, que anglaises, qu'américaines. Chaque modèle a sa particularité. Donc, il y en a un qui sera bon pour la neige, un qui sera meilleur pour les orages, un autre pour la pluie, etc. Et donc, il faut venir prendre la bonne carte pour la bonne situation. Il faut venir croiser les données, interpréter les données, se tenir au courant des mises à jour, parce que parfois, ça peut changer. Les cartes, en général, sont mises à jour toutes les 4 heures en France, ou toutes les 6 heures suivant le modèle. Et du coup, le prévisionniste fait un peu sa cuisine. Il analyse tout ça. Après, il retranscrit ça sous forme de texte qu'il envoie après à ses clients. Moi, ça peut être autant des clients dans la météo, ça peut être les communautés de communes, les mairies, les pompiers, parce que du coup, je suis expert météo pour les Bouches-du-Rhône. Ça peut être les stations de ski pour l'hiver, ou tout ce qui est tournage de films, etc. Et donc, du coup, en fait, après, ce qui prime, c'est vraiment de la fiabilité et la précision, puisque là, aujourd'hui, on peut faire des prévisions, justement, quasiment heure par heure sur un lieu donné, jusqu'à 3-4 jours à l'avance. Oui. D'accord. Sur un épisode méditerranéen ou Cévenol, j'imagine que c'est beaucoup plus difficile de prévoir en fait ce qui va se passer, puisque je pense que les données changent assez souvent et ce sont quand même des phénomènes qui sont assez imprévisibles. Oui, c'est vrai que quand on parle d'épisode méditerranéen, souvent on sait qu'il va y avoir un temps perturbé jusqu'à parfois 6-7 jours à l'avance. Mais après, c'est vrai que pour les réglages qu'on appelle des réglages plus fins, là, effectivement, il faut attendre parfois 38 à 72 heures avant. Et même parfois, au jour même, il y a toujours des surprises qui peuvent arriver, puisque ces épisodes sont d'une complexité vraiment hors norme. Et donc, on ne peut pas prévoir forcément que l'orage sera sur telle ville à telle heure, mais on peut dire qu'il y a tant de pourcentage de risque qu'il y a un orage stationnaire sur telle ville entre telle heure et telle heure. Mais c'est vrai que c'est des épisodes qui sont très, très difficiles à prévoir. Il faut vraiment faire du suivi en temps réel
pour être sûr qu'il n'y ait pas un orage qui stationne pour les secours, par exemple. Donc c'est vrai que c'est des épisodes qui sont très difficiles à prévoir et qu'il convient de surveiller comme le lait sur le feu pendant toute la durée de l'épisode. Est-ce qu'à terme, il pourra y avoir une évolution justement de ces outils que vous utilisez? Est-ce que vous pensez que les prévisions météo à l'heure actuelle peuvent gagner en fait en détail et surtout, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que dans l'avenir vous pourrez prévoir de manière plus précise ce genre de phénomène? Alors oui, c'est vrai qu'en fait un modèle météo, du coup, c'est créé souvent par des villes ou des pays, pardon. Et c'est vrai que, par exemple, le modèle le plus connu s'appelle GFS, ça veut dire Global Forecast System, qui est un modèle américain. Et en fait, ce modèle est mis à jour tous les 2 ans. Et donc, concrètement, en fait, là, à peu près tous les 10 ans, on gagne en fait un jour de prévision. Donc, dans les années 2000, ce modèle, il faisait des prévisions jusqu'à 5 jours. Aujourd'hui, c'est plus 7 jours, quoi, avec une bonne fiabilité. D'accord. Donc, on peut penser qu'avec l'évolution technologique et les mesures qui vont être de plus en plus fiables, on pourra avoir des modèles aussi de plus en plus fiables sur la durée. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra jamais savoir le temps précisément qu'il fera 30 jours à l'avance. Par contre, ça, je pense que ce sera impossible ou bien dans plusieurs centaines d'années. Mais par contre, effectivement, on peut espérer qu'en 2050, on puisse avoir de très bonnes prévisions jusqu'à 10 jours à l'avance, par exemple, et qu'on ait de moins en moins de surprises en météo, même si bien sûr, la météo n'est pas une science exacte. Et parfois, il y a des orages qui peuvent échapper au mailles du filet. Et autre chose qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a plusieurs types de modèles. Donc, il y a un modèle dit à maille large. Donc, à maille large, c'est on verra un pays ou bien un continent, alors que les mailles plus fines, là, on verra plus précisément un département, voire même, on peut faire du ville par ville, puisque le modèle le plus performant actuellement en France s'appelle un modèle qui s'appelle Arome et qui a une maille de à peu près 1 km. Donc, on peut voir que c'est très, très précis. Et on sait parfois qu'il fera mauvais à Béziers, mais que le village d'à côté sera un autre temps, par exemple. C'est grâce à ce type de modèle qu'on peut savoir. Et voilà, on gagne en fiabilité au fur et à mesure du temps, et on gagne aussi en précision sur les prévisions. Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure des conséquences de ces épisodes. Vous avez parlé d'inondations, vous avez parlé de pas mal de choses. Je voudrais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que l'urbanisation est un problème? Alors oui, c'est vrai que là, cette question, je pense qu'on ne peut que répondre oui, puisque on l'a vu au fil du temps, l'urbanisation galopante crée de gros problèmes par rapport à tout ce qui est ruissellement urbain. On l'a vu en 2015, il me semble, c'était en octobre, avec des orages stationnaires assez importants sur la région d'Antibes et Cannes, qui avaient généré malheureusement pas mal de victimes. Et en fait, cet orage-là, concrètement, si c'était produit dans une zone campagne, il n'y aurait pas eu de problème. Mais comme c'est produit dans une zone urbanisée, tout l'eau en fait a ruisselé. Mais comme c'est des villes qui sont en pente, tout s'est infiltré dans les garages, dans les caves. Et les gens sont malheureusement partis chercher leur voiture, ce qu'il faut jamais faire en cas d'orage. Ils sont morts noyés dans leur voiture, malheureusement. Et donc, c'est vrai que si on réfléchissait différemment et qu'on construisait différemment, en pensant d'abord à laisser libre cours aux rivières et aux fleuves, en laissant du champ pour d'éventuelles inondations, ou bien en créant des caniveaux plus importants, des bassins de rétention des eaux, on aurait moins ces problèmes. Alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu construit n'importe comment avec des permis de construire, pas toujours légaux, ou bien délivrés un peu à titre mafieux, on va dire, ce qui a entraîné malheureusement des soucis qu'on voit aujourd'hui, même dans les années antérieures et l'année à venir. On aura ces problèmes. Et si on fait pas sur des plans, il y a des plans qui existent, des plans d'urbanisation et d'inondation, mais des fois c'est pas respecté. Et des fois, il faudrait détruire des immeubles ou détruire des maisons. Mais c'est très compliqué. Judiciairement, pardon, en France, c'est très long. Et malheureusement, la météo, elle, n'attend pas. Et donc, c'est vrai que c'est un vrai problème en France, c'est l'urbanisation qui est faite un peu bizarrement. Ouais. Est-ce que vous pensez que le système de vigilance en France, alors vigilance verte, jaune, orange, rouge, est-ce que vous pensez que ce système de vigilance peut être amélioré dans quelques années? Alors oui. D'ailleurs, en parlant de ça, ils sont en train d'améliorer chez Météo France, puisqu'ils ont sorti une nouvelle carte début juin avec une meilleure visibilité des prévisions et des vigilances. Et normalement, à terme, d'ici 1 an, il y aura des vigilances infradépartementales. C'est-à-dire que, en fait, là, actuellement, les vigilances concernent un département, mais on sait très bien, un département, ça peut être vaste. Et par exemple, il y aura des inondations à Montpellier, alors que ailleurs dans le département, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer des vigilances plus fines qui concerneront en fait
des secteurs découpés au préalable dans le département. Et donc, il y aura des cantons ou des zones à l'intérieur du département et qui seront différenciées. Donc, il pourrait y avoir le nord de l'Hérault qui sera en vert, le sud qui sera en jaune et l'est qui sera en rouge. Ça pourrait être possible. Après, à voir si c'est fiable. Mais en tout cas, c'est vrai que ce type de vigilance, c'est longtemps qu'on le demande puisque il y a des départements où vraiment ça n'a rien à voir. Les Bouches-du-Rhône, par exemple, entre la Camargue et Marseille, le temps n'a vraiment strictement rien à voir. Et quand il pleut à Marseille, souvent il ne pleut pas en Camargue, inversement. Donc Oui. là, on voit que ça aura sûrement une grande utilité. Et oui, c'est vrai que le système de vigilance ne peut que s'améliorer puisqu'il a que 20 ans, en fait, puisqu'il a été créé après les tempêtes de 99, les tempêtes Lothar et Martin, et a été amélioré puisqu'ils ont rajouté par la suite la vigilance submersion suite à la tempête Klaus et ou Xynthia, je sais plus. Et du coup, c'est vrai que c'est des systèmes qui pourront que s'améliorer à l'avenir. Et on pourra aussi peut-être réfléchir à mettre en place un système de broadcasting, c'est-à-dire d'alerte population par SMS ou bien par téléphone. C'est vrai qu'aujourd'hui, les vigilances sont pas forcément visibles par tous, sont parfois mis un peu trop en retard et pas toujours réactives. Donc c'est vrai que si on s'appuyait sur le modèle américain, qui eux ont des outils très avancés comme des alertes radio, télévision, téléphone, SMS. Alors c'est vrai qu'en France, on n'en est pas du tout à ce niveau-là pour l'instant. Donc on ne peut que s'améliorer sur ce point. Ouais. Cette émission qui est consacrée donc aux épisodes cévenols et méditerranéens, vous avez apporté pas mal d'éléments et de réponses pour en savoir plus sur ces épisodes-là. Je voulais quand même vous poser une question sur un phénomène qui est quand même moins connu, on en entend moins parler, c'est ce qu'on appelle les médicanes. Alors, les médicanes, c'est... Vous allez nous expliquer ce que c'est, mais c'est un phénomène météo donc, qui apparaît en Méditerranée. Vous pouvez nous en dire plus sur ce phénomène-là? Alors oui, c'est vrai que les médicanes sont des phénomènes qui sont très peu connus du grand public, puisque souvent on fait un peu l'amalgame avec les ouragans. Alors qu'en fait, un médicane, la définition, ou bien ça se dit TMS, c'est Tropical Mediterranean Storm, ou bien cyclone méditerranéen. Donc en fait, c'est des petits ouragans, pas mini, parce que mini ça veut rien dire. Ouais. C'est des petits ouragans qui se forment du coup en Méditerranée et qui peuvent affecter aussi bien la Grèce que la Corse, que l'Italie ou parfois des fois le sud-est de la France. Et en fait, ils se forment là concrètement uniquement avec une mer qui est très chaude. Donc il faut au moins que la mer Méditerranée soit entre 27 et 30 degrés, ce qui arrive de plus en plus souvent au cœur de l'été ou bien en fin d'été ou à l'automne. Et en fait, qui se forme un peu aléatoirement. C'est assez complexe la formation de ces épisodes. On comprend pas bien pourquoi ça se forme ni comment, mais on en a observé de plus en plus au fil des années. Le dernier en date remonte aux années 2014-2015 sur le Var et les Bouches-du-Rhône. Et il y a 3 ans, on a vu un très gros sur la Grèce, parce qu'on a eu des vents jusqu'à 190 km/h. Ah oui, d'accord. Donc c'est des vents très 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 importants qui a généré des vagues, je crois, jusqu'à 4 ou 5 mètres de hauteur. Donc c'est vraiment des vagues géantes. Et c'est vrai que ces phénomènes vont être amenés à se renouveler et se multiplier avec le réchauffement climatique. Et peut-être qu'on arrivera à mieux les comprendre, à mieux les anticiper. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas prévoir un médicane plus de 2-3 jours à l'avance, grand maximum. Parce que c'est très très compliqué à prévoir. Et même les modèles météo, même eux, ont du mal à appréhender ce type de phénomène. Donc concrètement, c'est un petit ouragan avec des vents entre jusqu'à 130 ou voire jusqu'à 200 km/h, ça peut arriver, qui génère beaucoup de pluie, beaucoup de vent, mais c'est quand même un phénomène qui est assez peu orageux en fait. Donc ce sera plus dangereux par rapport au vent et aux pluies tout près des côtes, plus qu'aux orages en fait. Quand vous dites c'est un petit ouragan, c'est-à-dire que c'est une dépression qui tourne autour d'un œil en fait. Oui, alors en fait ce qui différencie une dépression d'un ouragan, en fait c'est le fait que le cœur soit chaud. C'est-à-dire qu'une dépression souvent ce sera un cœur plus frais ou plus froid, alors que vraiment un ouragan c'est un cœur chaud, du coup qui s'alimente uniquement avec l'évaporation de la mer. Donc avec la chaleur de la mer ou d'un océan. Et du coup, en Méditerranée, quand elle est chaude, elle peut former ce type de phénomène. On parlait justement, là, à l'instant, on a évoqué le terme des ouragans. L'année dernière, on a quand même constaté que certains ouragans se sont approchés des portes de l'Europe avec des trajectoires assez particulières. Est-ce que vous pensez qu'à terme, l'Europe pourra être un continent qui sera frappé par des ouragans? Ah oui, c'est vrai qu'on a constaté il y a 2 ans, il me semble, quand un ouragan a frôlé, même touché le Portugal et le nord-ouest de la France. Et c'est vrai que c'est des phénomènes qui sont totalement nouveaux. Il y a une cinquantaine d'années, même il y a une dizaine ou vingtaine d'années, on n'avait pas du tout ce genre de risque, alors qu'aujourd'hui,
avec le fait que la mer et les océans soient de plus en plus chauds, ils peuvent être amenés à propager plus loin et plus longtemps les ouragans qui se forment habituellement en sortie d'Afrique et qui ont plutôt tendance à s'évacuer vers l'Amérique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, concrètement, le réchauffement climatique, c'est une réalité. Il s'accélère d'année en année. On a vu l'année dernière avec la canicule totalement hallucinante de la fin juin. Température jamais vue en France avec jusqu'à 46,7 degrés sur l'Hérault et jusqu'à 45 degrés dans les Bouches-du-Rhône. Donc, on ne pense pas que c'était possible aussitôt dans le siècle. Donc, on peut voir qu'effectivement, le réchauffement, non seulement c'est une réalité, mais en plus, il accélère de manière exponentielle. C'est-à-dire qu'il accélère de plus en plus vite. Et effectivement, on peut penser que dans peut-être une dizaine d'années, il y aura potentiellement des ouragans qui pourraient toucher la façade ouest du pays, voire la Bretagne. Quand on dit Bretagne ouragan, c'est complètement hallucinant, et pourtant ça pourrait arriver plus vite qu'on ne le pense. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on nage un peu dans l'inconnu, et c'est un peu pas le désespoir, mais c'est vrai que le point de non-retour, en tout cas selon moi, a déjà été atteint, puisque la pollution a une grande inertie. C'est-à-dire que si on arrêtait de polluer maintenant, les conséquences feraient sentir encore pendant une bonne quinzaine d'années. Donc on voit que c'est déjà un peu tard pour tout arrêter. Réduire les émissions de CO2, c'est possible, mais en tout cas les conséquences vont être vraiment très importantes et assez catastrophiques malheureusement dans les années qui viennent. Oui. Pour cette année, est-ce que, pour revenir sur les épisodes Sévenol et Méditerranée, est-ce qu'on a des signes qui peuvent déjà nous donner une tendance pour la fin de l'été de cette année? Alors là, c'est vrai que c'est plus le domaine de la voyance, oui, parce là, que c'est compliqué. on est qu'en juin, et c'est vrai que déjà faire des tendances saisonnières, c'est très compliqué. Ouais. On l'a vu pour ce mois de juin qui s'annonçait chaud et sec, au final, c'est tout l'inverse. Les modèles saisonniers ont retourné à leur veste à la dernière minute. Donc effectivement, on ne peut pas dire s'il y aura beaucoup d'épisodes méditerranéens à l'automne ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, c'est la saison où il peut y en avoir le plus, où c'est le plus dangereux. Donc il faut toujours être vigilant par rapport à ça. Mais après, dire aujourd'hui la fréquence ou si on aura ou si on n'aura pas, c'est vraiment, on va dire, impossible en fait. Là, je ne peux pas vous répondre à cette question. Hein. C'est compliqué. On va voir comment se passe l'été. Voilà. Et puis après, on verra. En tout cas, écoutez, merci beaucoup, Paul. Je rappelle donc, on vous retrouve donc sur la page Facebook La Météo du 13. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et vous aurez toutes les infos traitées sérieusement. Et on vous retrouve aussi sur le site i-météoservice.fr. En tout cas, c'était un véritable plaisir de vous avoir, Paul, sur cette émission. Oui, mais pour moi aussi, c'était un plaisir de répondre à vos questions et j'espère que les auditeurs vont en apprendre plus sur les phénomènes météo. Oui. Eh bien, en tout cas, c'est le but. Voilà. Super. Eh bien, écoutez, je vous remercie et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée. Vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à écouter cette émission si vous l'avez pris en cours en replay sur notre chaîne YouTube Axon Radio, sur notre site internet et je vous souhaite une très 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 bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao. Live Zone. Live Zone.